et à tous. Bienvenue à cette table ronde intitulée Conjurer la violence ou la théâtraliser, l'ultra-violence dans l'imaginaire des sports et des jeux comme un retour du refoulé. Voilà. Tout à l'heure, la table ronde précédente, on a parlé beaucoup des infrastructures des jeux, du stade, et là on va plus parler de ce qui se passe dans l'arène et de ce qu'on y montre et de ce qu'on y voit. Je vais faire une petite présentation et puis après je présenterai nos invités et puis on leur laissera la parole. On a pris l'exemple de l'utopie Ecotopia de Ernest Callenbach qui a été écrite dans les années 70 et où on a une société écologique extrêmement pacifique qui est documentée par un journaliste. Donc c'est une fiction, hein, mais c'est un journaliste qui va à Ecotopia et qui raconte son expérience. Et il est choqué parce que cette société, qui est pourtant hyper pacifique, proche de la nature, etc., ça donne régulièrement à des jeux de guerre meurtriers, très violents, comme pour expurger du collectif les pulsions de compétition et de domination par l'entremise d'une pratique rituelle. C'est un exemple parmi d'autres. On peut penser aussi à la loterie de Shirley Jackson. C'est un exemple parmi d'autres qui a de quoi choquer. Il fait un petit peu écho aux propos des sociologues Norbert Elias et Eric Dunning dans Sport et civilisation, la violence maîtrisée, qui est sorti en 1994, et qui voient tous les deux, alors de manière beaucoup plus complexe et élaborée dans l'ouvrage, hein, je vulgarise grossièrement, la compétition sportive comme une manière de... Comment dire, que le développement de la compétition sportive a été une manière de canaliser la violence des sociétés en la rejoignant dans une compétition selon un cadre policé, selon des règles. Et partant de là, on s'est demandé, et c'est une question qu'on s'est posée vraiment au tout début de la programmation du festival, comment ça se fait que dans les œuvres de science-fiction, les sports mis en scène soient aussi brutaux. Parfois, on n'est même plus dans le sport, mais vraiment juste dans le jeu de la mort. Donc, il y a l'héritage des gladiateurs, mais il y a aussi cette extrême violence qui revient dans de nombreuses d'œuvres. Voilà, Battle Royale, on peut en citer plein. Hein. Ce qu'on a essayé de mettre en scène un peu dans l'exposition, et notamment, on avait remarqué la prégnance en fait de l'imaginaire états-unien. Les sports états-uniens comme le football américain ont énormément influencé en fait l'imagerie et les types de jeux qu'on peut retrouver dans la science-fiction. Donc on se posait ces questions. Comment comprendre cela? Pourquoi la SF privilégie-t-elle l'exposition de jeux systématiquement violents? Est-ce qu'effectivement, c'est parce qu'elle s'enracine, la science-fiction occidentale, dans une conception brutale du sport avec des productions qui viennent des États-Unis ou est-ce que c'est l'expression d'une violence sociale réelle, qui serait refoulée derrière les écrans et les vitrines que sont les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques, et qui reviendrait comme ça éclater dans les œuvres en fait. Et aussi, est-ce que ça s'enracine dans les symptômes d'une société qui conçoit les rapports humains comme une compétition féroce entre les individus, proche du darwinisme social? Et donc voilà, les questions qu'on va se poser avec nos invités, en ayant toujours en tête une nuance, c'est que en étant spectatrice et lectrice des œuvres de science-fiction, on n'est pas directement confronté. Enfin, ça peut paraître ouvrir une porte déjà ouverte, mais c'est important de le rappeler. On n'est jamais directement confronté à la violence des jeux, mais bien à des représentations de cette violence. Voilà, et pour cette table ronde qui était un peu au cœur de nos préoccupations, on voulait la co-modérer à deux avec Raphaël Colson, puisqu'on a travaillé tous les deux sur la programmation. Voilà. Je vais donc présenter nos invités. Donc nous avons Patrick Doudnay, qui est... voilà. Donc... qui écrit qui publie depuis 2010 de la poésie, des nouvelles, des romans noirs, et qu'on connaît beaucoup qu'on connaît bien dans l'imaginaire français, francophone, pour sa saga de fantasy, Le Cycle de Sif, qui est une saga au long cours qui
est un récit initiatique, mais avec des personnages qui sont campés en bas de la pyramide sociale. Voilà. Je ne sais pas comment résumer en 2 phrases le cycle de Sisyphe. Voilà. Donc voilà, et il a travaillé durant ses études sur la fantaisie comme une extension moderne du mythe. Nous accueillons aussi parmi les auteurices Floriane Soulas. Donc Floriane, donc j'ai été chercher la description du coup, mais c'est pas inintéressant. Donc elle se présente comme une enfant des années 90. Et c'est aussi pour ça, en fait, parce qu'il y a tout un héritage pop culturel, en fait, que je pense tu partages avec d'autres d'entre nous ici. Et puis, elle a fait une entrée remarquée dans les littératures de l'imaginaire avec son premier roman, Rouille, qui était un récit steampunk. Elle a également fait des études d'ingénieur, elle a un doctorat en génie mécanique. Mais voilà, elle a aussi une passion pour la littérature, la pop culture, et elle écrit des livres de un peu tous les genres de l'imaginaire. Elle a fait de la fantasy dans le Japon médiéval avec Les Noces de la Renarde. Elle a fait un space opéra qui s'intitule Les Oubliés de la Masse, qui vient de paraître en poche chez Pocket, et qui a remporté le prix Utopial. Et puis, elle a publié aux éditions Argile en 2023 Tonnerre après les ruines, donc, qui est un post-apo. Qui présente un monde en déliquescence, rongé par les difformités et les maladies, dans laquelle évolue Feral, un personnage qui est un monstre, une mutante, et qui est rescapé par un autre personnage, Lottie, et on va suivre leur parcours, voilà, dans ce monde post-apo. Et c'est un roman donc post-apo, mais qui laisse beaucoup de place aussi à l'horrifique. Ensuite, nous accueillons Gilberto Villarroel. Voilà. Qui est donc un écrivain chilien. Il a été aussi scénariste et producteur de télévision et de cinéma. En 2016, il a scénarisé et produit une série documentaire sur Thomas Cochrane, commandant en chef de la première escadre nationale et héros des luttes pour l'indépendance du Chili. Donc, du Pérou, du Brésil et de la Grèce. Et de cette série documentaire ont aussi été issus une suite de romans dont le premier s'appelle Cochrane versus Cthulhu et qui mélange en fait romans maritimes napoléoniens et science-fiction, science-fiction, horreur, du Lovecraft, voilà. Donc un étonnant mélange des genres, mais qui marche très très bien. Et puis vient de paraître en traduction française Zona Zero, aux éditions Aux Forges de Vulcain. Donc n'est pas du tout un roman d'aventure maritime napoléonien, mais plutôt une histoire de vampire ou même peut-être une histoire de zombies, mais sans zombies, puisque voilà, c'est pour le coup des vampires, et qui fait référence à la Zona Zero, qui était l'endroit où se retrouvèrent les manifestations et les mouvements sociaux pendant les grèves de 2019 à Santiago du Chili. Donc c'est un roman qui parle beaucoup en fait de l'histoire politique récente du Chili à travers le prisme du survival et de l'horreur, si l'on peut résumer ainsi. Voilà. Et enfin donc nous accueillons Benjamin Patineau. Donc, qui est vidéaste, qui a donc créé et anime 2 concerts avec Kat, la petite voix qui est ici également. La chaîne YouTube Bolchegeek, qui fêtera cette année ses 10 ans. Donc c'est une chaîne de vulgarisation et plutôt de vidéos, d'essais vidéo, qui traite d'objets de culture populaire et geek, donc cinéma, séries, animés, jeux vidéo, sous l'angle des sciences sociales, de la politique et de la critique sociale. Donc c'est une approche qui se retrouve dans 2 autres de ses productions, le format populaire, chaque semaine pour le journal L'Humanité, et puis le livre qu'il a publié l'année dernière au Diable Vauvert, Le syndrome Magnéto, qui parle des méchants qui ne cherchent non pas à détruire le monde, mais à le changer.
Et petit insert, donc il y a, alors je ne sais plus de quand date exactement la vidéo, mais vous aviez fait une vidéo sur Squid Game, donc sur la chaîne Bolshevik, et cette vidéo fait vraiment. Je vous invite à la revoir peut-être à l'issue de cette table ronde. Elle, pour nous, pour moi, elle fait partie de la bibliographie de la programmation du festival, voilà, parce qu'elle traite vraiment de tous ces thèmes-là extrêmement bien. Et je rajouterai aussi l'émission sur The Purge, qui rentre aussi Oui, dans la tout à fait. thématique. Voilà, je vais enfin vous laisser la parole. Et peut-être pour commencer, on peut peut-être, pour l'évacuer, même si ça reviendra peut-être, parler justement du caractère occidental, américain des sports représentés dans l'ASF. Est-ce que pour vous, c'est... Enfin voilà, est-ce que c'est... Ouais, est-ce que... voilà, c'est... Ouais. Non, l'idée, en repartant sur cette idée donc, de représentation états-unienne du sport, donc vous posez la question, savoir si c'est pour vous une évidence ou s'il faut nuancer ou si vous avez pas d'opinion là-dessus. Moi je peux juste balancer le Circus Maximus, quoi. Enfin, c'est pareil, je pense que c'est un peu un prêt-à-penser vis-à-vis de la discussion qu'on va avoir, mais on peut pas accuser la Rome antique d'avoir été particulièrement américanisée. Voilà. Toi, tu dis que c'est la Rome antique qui a inspiré les Américains, qui aurait inspiré les Occidentaux, enfin les Européens, quoi. J'ai pas réfléchi aussi loin avant de parler du Cirque Maxime. Peut-être. À la limite, il y aurait un point qui est. Oui, évidemment, il y a le côté. On pense au sport, genre le football américain, qui sont des trucs assez brutaux, où carrément ils ont des armures pour le faire et tout. Ce qui fait d'ailleurs très gladiateur et tout. Donc, effectivement, il doit y avoir ça. Mais j'ai l'impression qu'aussi dans la science-fiction, ce qui est retenu, c'est pas que le côté brutal, c'est aussi le côté spectacle et médiatique de ces sports-là qui fait très science-fiction. Parce que justement, il y a vraiment tout un truc autour de mise en scène et dans les médias, genre le Super Bowl. Par exemple, j'exagère un tout petit peu, mais si vous avez déjà regardé le Super Bowl, maintenant c'est un truc énorme. Tout le monde regarde ça aux États-Unis et c'est vraiment un événement médiatique de fou. Et en réalité, au Super Bowl, il y a, je sais pas, ils jouent 45 secondes et il y a 2 minutes de pub, quoi. Et après, il y a des concerts. Et après, en fait, c'est vraiment un spectacle un peu total et hyper marchand et dans une version qui, surtout pour des gens qui sont pas des Américains, mais qui sont baignés de culture américaine, c'est vraiment un peu le pinacle de ce type de jeu. Donc, ça m'étonne pas aussi que la science-fiction prennent ces trucs-là et mettent les potards à fond pour faire des dystopies, des jeux du futur, tout ça, quoi. Du côté de l'Amérique du Sud, le football, le sport très populaire, il y a une façon de jouer très dure, très physique de la part d'Argentine, Brésil, por exemple, historiquement, on dirait. Je racontais hier que pendant la dictature au Chili, le football a été utilisé aussi comme une drogue, évidemment. Et à chaque fois que la monnaie a été dévaluée, c'était la même nuit d'un match important de football. Comme ça, tous les journaux à l'autre jour auront les titres du résultat du match. Et après, la nouvelle de l'économie, ¿no? La mauvaise nouvelle. Mais c'est aussi au Chili la société du spectacle. Même pendant la transition démocratique, et même aujourd'hui, les livres sont à zéro commencent en plein été. Et au Chili, le pays est paralysé en février, plein été. Et tout le monde regarde la télé pour voir l'émission en direct du Festival de la chanson de la cité de Viña del Mar. Et la société du spectacle, comme dirait Vargas Llosa, ça a été utilisé aussi comme une arme politique, même en démocratie, pour faire silence autour des autres choses. Voilà. Moi, je suis un peu comme toi, je ne m'étais pas posé la question. Mais je me dis, en fait, je réfléchis à des œuvres que j'ai lues qui utilisent un peu ce format-là. En fait, je pense à Wang de Bordage, et où en fait, il réutilise ce principe. Et en fait, effectivement, comme tu disais, c'est médiatisé. Il y a beaucoup cette idée de médiatisation aussi dans la SF, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça a été influencé par la culture américaine quand il a écrit ça. Des années 80, je crois. Et je ne sais pas si à cette époque-là, il y avait déjà une hégémonie de la culture américaine sur nous. Et est-ce qu'il a, tu vois, est-ce que ça a été, tu vois, est-ce qu'il a intellectualisé ce truc-là? Par contre, je pense aussi à Red Rising
la série de. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série de 4 livres où en fait on a colonisé les planètes et en fait c'est un jeune homme qui est sur Mars et en fait il vient d'une famille d'ouvriers et ils sont là pour terraformer Mars pour la rendre habitable, sauf qu'en fait il se rend compte que la planète est terraformée depuis plusieurs générations et qu'on continue à les faire à les utiliser alors que on leur avait promis qu'une fois que la planète serait terraformée, ils pourraient aller vivre en surface et en fait ça fait des générations qui sont bloquées sous terre. Et donc lui, il infiltre en fait le réseau des gens très riches et il se retrouve à intégrer une compétition où en fait voilà, chaque famille représente une planète. Donc lui, il représente Mars et ils s'affrontent et c'est médiatisé et ils doivent gagner. Et en fait, personne ne sait que lui, une taupe qui est là pour en fait exposer ce qui se passe aux gens, quoi. Et il y a toujours cette idée de médiatisation et c'est un peu des jeux du cirque. Chacun, ils doivent se battre entre eux. Et vraiment, ils se tuent quoi, les uns les autres. C'est hyper violent. Et c'est très médiatisé à chaque fois. Et c'est vrai que ce truc de médiatisation, on le retrouve beaucoup. Alors là, l'auteur est américain, donc j'imagine que là, pour le coup, il y a un truc forcément. Mais dans le cas de Wang, par exemple, je me demande si. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas la réponse. On va demander à Pierre ce qu'il en pense. Ouais. Il y a un autre auteur américain qui fait ça aussi. C'est un de ses premiers bouquins, je crois. C'est Stephen King, avec Marche ou crève, où pareil, la notion de médiatisation, elle est hyper importante. Et où la mise en scène de la violence, pour le coup, c'est pas tellement une compétition que, en gros, enfin, je sais pas si vous voyez l'histoire, à la limite, enfin, je peux peut-être la résumer très vite fait, mais en gros, c'est dans une Amérique dystopique. Dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, il y a une espèce de dictature militaire qui met en scène tous les ans la marche, qui est en gros 100 personnes qui sont choisies. Le gagnant remporte, je crois, énormément d'argent, richesse, gloire, etc. Et les 90 autres meurent, sont tués, puisqu'en fait le principe de la marche, c'est tu marches. Et si tu t'arrêtes ou tu marches pas assez vite, tu reçois un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, il y a des militaires en pick-up qui accompagnent le groupe de marcheurs qui exécutent au fur et à mesure les marcheurs, quoi. Moi, ça me fait penser à Hunger Games aussi. Forcément, tu vois. Où il y a médiatisation et en plus mise à mort avec des enfants, tu vois, qui sont censés s'exterminer les uns les autres, quoi. Et ce que je trouvais intéressant dans Marche ou crève, c'est que, pour le coup, c'est pas les participants qui se tuent entre eux, quoi. C'est vraiment la mise en scène de, en gros, leur très longue agonie, puisque physiquement, évidemment, c'est affreusement dur, ça dure des jours et des jours et des jours. Mais ils sont exécutés en direct à la télé par l'institution, quoi. Et je viens de penser à un truc, j'ai pensé au baseball et au football américain, mais en fait, il y a aussi le catch dans la culture américaine. Et je pense que c'est pertinent aussi parce qu'il y a ce côté mise en scène à fond, et c'est même résumé à ça. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, comme on dit, du chiquet, même si en fait, c'est très très dur et très dangereux ce qu'ils font et très physique. Mais en fait, les gens savent que ce qu'ils regardent, c'est pas vraiment des gens qui font des trucs horribles, ils se cassent des chaises dessus, mais en fait, bon, c'est très mis en scène, tout le monde le sait. Et du coup, c'est vraiment résumé au spectacle. C'est un sport qui est résumé à son aspect spectaculaire. Et un autre truc, alors ça, j'ai pas vraiment d'avis dessus, mais je le pose. Tu parles d'hégémonie culturelle américaine, et ça doit être évidemment très important dans le fait que dans un peu toute la science-fiction, ça a une influence. Mais en fait, leur sport profite pas tant de cette hégémonie parce qu'en fait, il y a que un peu qui jouent à ces trucs-là. Et ça prend pas tellement. J'ai l'impression dans les autres pays, on connaît. Je pense que les gens ici, je sais pas si vous comprenez les règles du baseball ou du football américain. Moi, j'y comprends rien. C'est bizarre parce que ça s'appelle football alors que c'est pas une balle et ils jouent à la main. Enfin bon. Mais il y a un truc un peu, c'est bizarre et folklorique. Et malgré l'hégémonie américaine, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est comme Thanksgiving, quoi. On connaît tous, mais personne fait ça à part eux, quoi. En fait, ça dépend des sports, je pense. Parce que par exemple, tu vois, le baseball, c'est devenu le sport national japonais depuis la guerre, en fait. Et par exemple, le catch au Japon, je sais pas si vous avez vu, il y avait une série télévisée, une télé-réalité japonaise, et en fait, dans une des saisons, elle est morte, en fait, en plus, elle s'est suicidée, la pauvre, parce qu'elle a été harcelée. Mais c'était une catcheuse, la nana, et en fait, elle faisait du catch, et c'est une famille de catcheurs, tu vois. Et ça, mais alors après, la relation Amérique-Japon, c'est un peu particulier, quoi. Mais ouais, je pense qu'en fait, ça dépend des sports, tu vois. Et pareil, en Corée, c'est pareil, le baseball, c'est le sport national. Et alors là, je peux te dire, moi, j'y suis allée, c'est un truc de fou, ils vont tous au stade. Tout le monde va au stade voir le baseball, c'est vraiment hyper culturel. Enfin, eux, ils jouent pas au foot, ils jouent au baseball, quoi. Et tout le monde fait ça, et c'est vraiment le sport national, et c'est hyper suivi. Mais il y a que chez eux.
Ça a pris au Japon. La culture américaine a vraiment très pris au Japon. Mais je suis d'accord que pour d'autres, ça, c'est pas trop diffusé ailleurs, tu vois. Et même, tu vois, je pense à des sports qu'on regarde, tu vois, le baseball, non, le basketball. En vrai, à part les Américains qui ont une ligue où c'est hyper, tu vois, culturisé, que tu vois, par exemple, il y a plus de gens qui suivent les championnats universitaires que les championnats. Enfin, tu vois, il y a vraiment une culture sur ces sports-là qu'on ne retrouve pas trop chez nous ni ailleurs, quoi. Une chose qu'on pourrait se dire aussi de base, c'est en fait, oui, donc dans la science-fiction, il y a beaucoup finalement d'itérations de sports qui sont extrêmement violentes et marquées par leur caractère létal, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est si on gagne pas, on meurt ou il y a qu'un seul survivant, voilà. Et une des premières choses qu'on pourrait se dire, c'est bah oui, mais parce que ça fait des bonnes histoires et ça fait des histoires marquantes. Est-ce que, ben, c'est d'une part, c'est une évidence, mais est-ce que pour vous, c'est un peu une question rhétorique, mais c'est une explication qui suffit à, à comprendre cette tendance de faire des jeux létaux et voilà. Je sais pas si vous avez compris la question. Ouais, en fait, je le dis à sa place parce qu'il a dit hier, Gilles Barthelin, hier, et il a dit un truc à une autre table ronde, et je vais juste répéter ce qu'il a dit, et je pense qu'il a raison. Il dit en fait, quand tu fais de la science-fiction, tu pousses les potards en fait plus loin. Donc, en fait, comment tu pousses les potards d'un truc genre le football américain, bah, c'est du football américain, et les gens ils ont des pics sur les armures et ils se tuent quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est assez logique de faire ça pour des questions d'enjeux narratifs, mais aussi si tu veux rendre le truc dystopique, tu fais du hockey sur glace, mais c'est des épées quoi, ou des trucs comme ça. Et ça paraît assez logique de pousser ces potards-là très très loin dans la violence, d'autant que ça va donner le côté ah c'est horrible, c'est le sport vraiment sa version la plus horrible parce qu'il y a des gens qui meurent et c'est terrible. Et après à la limite, moi ce qui j'interrogerais plus, ce serait bah ouais, mais en fait c'est une façon de montrer que c'est horrible, mais en réalité c'est aussi une façon de rendre le truc cool. Parce que, en fait, si tu regardes un truc de jeu de la mort, un film, ou tu lis un roman de jeu de la mort, bah, en fait, tu y vas aussi pour le côté cool de voir des gens qui s'entretuent en faisant genre Squid Game. C'est évident que ah, c'est pas bien, regardez la société où on en est, on fait des jeux où les gens ils se tuent. Mais en fait, tu regardes Squid Game parce que c'est cool de voir des jeux où les gens ils se tuent. Et enfin voilà, il y a un petit paradoxe aussi là-dessus, quoi. Moi, j'ai des choses à dire. En fait, on a eu une discussion sur ça hier où j'ai dit pareil un peu sur Hunger Games, où j'ai dit en fait c'est vachement plus cool de montrer la destruction que la construction. Et en fait, c'est ça parce que c'est hyper graphique, ça crée de l'enjeu aussi beaucoup. Et en fait, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps. Je me dis en fait, je pense que le truc de ça, c'est la catharsis de la mort. Qu'en fait, on est dans une société où on a complètement effacé le fait qu'on allait tous crever et qu'on allait tous souffrir un peu. Et du coup, tu vois, en fait, parce que j'ai regardé des vidéos d'archéologie là il y a pas longtemps, et ils disaient en fait, dans plein de sociétés, notamment en Amérique du Sud et tout ça, la mort, ça fait vraiment partie intégrante de la vie. Genre, on en parle. Tu vois, il y a vraiment une relation avec les morts, avec les mourants, avec la vie après ça. Et alors que nous, on a complètement sorti ça de notre quotidien. Et tu vois, les malades, les gens mourants, on les cache, on n'en parle pas. Et en fait, on est vraiment dans un monde, enfin nous en tout cas occidentaux, c'est très aseptisé, on ne parle jamais de ça. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc de dire il faut catharsiser cette histoire de violence et de mort violente et de remettre la mort dans notre quotidien, et en fait de le mettre par des aspects un peu qui sont communs à tout le monde. Tu vois, le sport, c'est hyper, enfin on fait tous du sport, et ben en fait c'est aussi une manière de se dire en fait il y a ça aussi, et de se rappeler que il y a la mort, et en fait ouais c'est hyper cool, on met du sang partout, il y a des tripes partout, mais c'est un peu une catharsis pour se dire en fait il y a la mort, elle est quand même là, tu vois. Et comme on n'en parle pas au quotidien, que c'est tabou, que c'est vraiment caché et dissimulé, c'est notre catharsis pour se rappeler qu'on va tous crever, quoi. Ceci étant, enfin moi j'ai l'impression que c'est quand même peut-être c'est plutôt une mise en scène de la mort que la mort. C'est un espèce de fantasme de voilà, truc, tu vois. Tu vois, je pense qu'on a tous envie de se dire mais si on vit des trucs, on a tous envie de se dire que s'il y a une fin du monde, on va être dans les survivants. Alors qu'en fait, on va tous crever, probablement, parce qu'on ne sait pas faire du feu, on ne sait pas survivre quand il fait froid, enfin vraiment, on ne sait rien faire, tu vois. Mais on a un fantasme de se dire qu'on est capable de le faire, et du coup, c'est cette catastrophe-là de se dire, en fait, je sais faire, je vais savoir me débrouiller et survivre à ces trucs un peu hardcore en les mettant en scène, et pour exorciser ce truc, quoi. J'ai vraiment plombé l'ambiance encore. Il y a un potentiel de la violence pour être utilisé aussi comme une allégorie finalement, pour représenter des autres situations
qui sont aussi violentes, mais sont un peu plus cachées dans la structure de la société finalement. Je pense que c'est pour ça que c'est récurrent aussi, l'utilisation de la violence, pas seulement dans le sport, mais dans la façon de construire différentes histoires dans différents romans et en différents genres aussi. Après, ça crée de l'enjeu aussi. Enfin, c'est plus facile d'accrocher un lecteur quand on te dit, en fait, c'est ça où c'est marche ou crève, tu vois, que si tu te dis, ah bah t'as perdu, rentre chez toi et marche ou marche, quoi. Ouais, vraiment, tu vois. Et sur le truc c'est intéressant le truc de justement mise en scène en fait de la mort parce que là je prendrais justement pas la science-fiction mais moi je regarde un peu des jeux télé de Netflix et bon voilà et en fait c'est un peu drôle parce que en fait ils font complètement ça, c'est-à-dire qu'ils font, alors il y a évidemment les trucs abusés genre ils font vraiment Squid Game, enfin des trucs vraiment dystopique, débile. Mais en fait, il y a d'autres trucs. Genre, il y a un truc qui s'appelle The Floor is Lava. Vous savez, c'est le jeu où il ne faut pas toucher par terre. C'est un jeu d'enfant. On dit que le sol, c'est de la lave, il ne faut pas toucher. Et il y a un jeu télé, mais hyper innocent et gamin, où ils font ça. Et c'est très rigolo à regarder. Et ils ont vraiment mis de la fausse lave. Et quand les gens tombent dedans, manifestement, ils leur ont demandé de faire ah comme ça. Et t'as les autres qui font non, Jerry et tout. Et c'est super drôle. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, ça pousse le truc à fond de. En fait, tout le monde sait que c'est inoffensif et que bon, la personne ne crame pas vraiment dans la lave, mais il y a ce truc de représenter la mort. Et j'ai un autre exemple, c'est 100% Physical aussi. C'est trop bien. Trop bien. C'est trop bien. Qui est un peu un Squid Game. Alors je dis pas juste ça parce qu'ils sont coréens, mais ils arrêtent pas de dire Squid Game dans 100% Physical. Et pour ceux qui connaîtraient pas, en fait s'ils prennent 100 personnes et c'est que des genre des masses physiques de fous, enfin c'est vraiment c'est très sur le muscle et ils ont tous un buste de eux et c'est vraiment un battle royale, mais où ils font des trucs pas du tout dangereux en fait en réalité. Mais il y a des gens ils font du MMA et tout, j'en sais vraiment, il y en a c'est des gros bourrins et tout. Et en fait, à chaque fois qu'ils perdent, ils doivent briser leur buste, leur gros muscle en plâtre à chaque fois. Et donc, il y a une espèce de mise en scène en fait, il est dans un film, il serait mort, il aurait été exécuté, je sais pas, par la dictature ou un truc comme ça, quoi. Et là, c'est juste, non, il y a le truc symbolique de, ils vont briser leur propre corps dans le truc. C'est assez ouf à voir, et tout en étant très inoffensif en fait à regarder. C'est vraiment En fait, pas. ils arrivent à faire un truc hyper sensationnel de choses qui sont absolument genre super nulles, quoi. Mais c'est trop drôle. Ils ont vraiment, mais ça c'est les Asiatiques aussi beaucoup. Ils ont le sens de la mise en, enfin tu vois, tout est trop tout le temps. Enfin ils font plein de trucs comme ça alors qu'en fait bah, c'est juste des gens qui font vraiment rien de fou, quoi. Allez, regardez, c'est trop bien. Mais ces gens, ils font de la balle, ils font des duels de juste faut attraper la balle, quoi. C'est la balle aux prisonniers, et sauf que c'est des mecs, des formateurs des forces spéciales et des mecs Ils qui sont font trop du à fond. MMA. Et vraiment, t'as l'impression qu'ils jouent leur vie à chaque fois. trop Tu vois, drôle. vraiment, ils sont trop à fond. Oui, donc. Désolée. On l'a perturbé. Non mais je me dis Dire qu'il y a, Norbert là, il y a Elias. de quoi, oui, c'est ça. Pour revenir à Norbert Elias, s'il vous plaît. Non, mais non, je me dis qu'il y a deux choses en fait qui se dégagent ici. C'est il y a le côté en fait, comme disait Florian, il y a le côté film d'horreur, c'est-à-dire on se confronte par le spectacle du gore, de la violence, à des peurs intimes et profondes et humaines. Et donc il y a cet aspect-là un peu cathartique, voilà, qu'on peut retrouver aussi dans le film d'horreur. Et puis il y a la dimension plutôt métaphorique que sociale, alors qui aussi dans le film d'horreur, mais de manière un peu beaucoup plus déplacée, alors que dans la science-fiction, ça décrit des sociétés, ça décrit des réalités. Voilà, c'était pour faire une synthèse déjà. Et après, je vais passer à une question. Du coup, on parle beaucoup du coup de survivalisme et peut-être aussi pour parler de vos œuvres, puisque vous êtes tous les deux confrontés au enfin pas au post-apo, mais plutôt ouais, à la question de l'effondrement et au comment dire épidémique, voilà. Est-ce que du coup le survival, enfin le genre survival pour vous, il s'inscrit dans quelque chose aussi de ludique? Est-ce qu'il y a une continuité entre ces jeux et le genre du survival? Bon, je peux parler de mon livre. Oui. De faire les pitch. Je serai en dédicace après. Zona Cero, c'est un livre que j'avais écrit en espagnol.
j'écris en espagnol, même si j'habite à Paris déjà presque 10 ans. Mais tous les premiers livres, je les avais écrits en espagnol. J'avais commencé à écrire les livres en 2013. La transition à la démocratie a commencé au Chili l'année 90. Et tout le monde était un peu frustré à partir de ça. Et j'ai écrit en 2013 les livres comme un projet de BD, mais après, je suis arrivé en France en 2014, j'ai commencé à écrire la saga de Cochrane et j'ai repris l'écriture en 2019. J'avais l'habitude de parler avec des amis chiliens qui habitent à Paris sur la situation du Chili, que c'est très violente, mais d'une autre façon, non? Dans l'économie, dans les structures politiques, toutes les lois qui sont de la dictature, qui sont encore aujourd'hui les lois. Au Chili, même la constitution de l'année 80, c'est la constitution de Pinochet. Et on avait l'habitude de parler pourquoi les gens sont capables d'accepter tout ça. Et en 2019, j'ai recommencé l'écriture de mon livre et j'étais vraiment en colère. Et j'ai écrit 300 pages en 45 jours pour finir le livre. Le 11 septembre, que c'est l'anniversaire du coup d'État au Chili, à notre année avec la constitution de Pinochet, c'est ma façon de dire fuck you à tout ça. Et j'ai fini le livre. Et le mois d'octobre, c'est-à-dire le mois suivant, a commencé l'explosion sociale au Chili. Et tous les manifestants ont commencé à appeler zona cero les centres-villes, où étaient toutes les manifestations contre la police a commencé à mutiler les manifestants, les yeux, à tuer des gens aussi. Et le livre, d'un jour à l'autre, est devenu une réalité. Mon cauchemar d'une ville isolée pour une pandémie, une épidémie. La pandémie est arrivée quelques mois après aussi, un autre cauchemar. Et une épidémie de vampires que j'utilisais comme allégorie pour parler de la violence cachée dans les modèles capitalistes sans régulation qui existent encore au Chili et que c'est l'héritage de la dictature. Et finalement, c'est ça, c'est une histoire d'un homme qui rentre à la ville pour rencontrer sa femme. La ville est isolée à cause de l'épidémie de vampires. Je ne parle jamais de vampires, même de la même façon que dans The Walking Dead, on ne parle jamais de zombies. C'est un effort pour faire l'histoire plus réelle, non? Plus véridique. Et quand on parle de vampires, on imagine toujours la culture pop et les vampires aussi amoureux, romantiques. J'avais envie d'utiliser la figure comme une bête, vraiment homo homini lupus. Non? Et dans le livre, les vampires sont bêtes. C'est une plague, vraiment, c'est une épidémie. Et tout est raconté d'une façon technique, même pour les militaires américains qui arrivent aussi et qui parlent de bloodsuckers, chupa-sangre en espagnol. Et ça me donnait la possibilité d'utiliser tout ça comme une allégorie politique. J'avais parlé avec mon éditeur de Force, David Meuleman, en 2019, quand j'avais signé avec lui. Le premier livre qu'il m'a rendu comme cadeau, ça a été Les vampires de Polidori. Et on avait parlé de la façon dans laquelle Polidori écrit son vengeance de Lord Byron, non? Comme un aristocrate. C'est une façon aussi de se moquer de lui. Et j'ai essayé de faire la même chose avec tous les gens qui avaient encore le pouvoir au Chili, les militaires, les prêtres pédophiles, les entrepreneurs qui ont accumulé de l'argent sur la base de la spéculation. Au Chili, par exemple, la retraite, tout notre argent de la retraite, c'est obligatoire, c'est une loi de la dictature, de donner l'argent à des entreprises privées qui font des inversions dans la bourse, qui gagnent beaucoup de l'argent. C'est vraiment l'argent qui mobilise l'économie au Chili, mais nous n'avons pas le droit à avoir tout ça. Et la retraite, à la fin, c'est minuscule pour les gens. À la fin de sa vie, sont dans la ligne de pauvreté. Et sont les gens qui sont révélés. En 2019, il y avait 2 référendums pour changer la constitution qui sont refusés après pour les gens. Le premier draft de la nouvelle constitution était très à gauche pour les gens, le deuxième très à droite. Finalement, tout a été refusé et le pays, c'est un peu le même pays qu'avant 2019. Et voilà, le livre, c'est un livre encore d'actualité et que j'avais écrit seulement pour les Chiliens avec des gros mots d'argot chilien. Mon éditeur est très enthousiaste, il a décidé de traduire le livre. Et Carole Fillier, la traductrice, a traduit tout l'argot chilien en argot français.
Et comme ça, c'est possible aussi pour les lecteurs français comprendre le livre. Mais je pense que le moment politique, c'est fait possible aussi pour les Français entendre mieux les genres de chupasangres, de bloodsuckers. Au Chili, tous les pays étaient vendus pour les politiciens, même l'eau. Et à chaque fois que j'ai la possibilité de parler avec les Français qui commencent à perdre des bénéfices de liberté, petit à petit, non? La santé publique, l'éducation, la seule chose que je peux dire, c'est je connais la chanson. C'est ça. Et c'est un peu l'esprit de mon livre. Lisez son livre, il est vachement bien, déjà. Et moi, je n'arrive pas trop à me positionner sur ta question, pour le coup. En fait, je suis pas certaine que le survivalisme, ce soit ce truc-là, enfin le truc du sport, tu vois, un peu violent, poussé à l'extrême. J'arrive pas trop à voir ça comme ça, mais je pense que c'est enfin, en fait, quand j'ai parlé de Tonnerre hier, là, j'ai dit c'est marrant parce que c'est un peu un Hunger Games inversé. Et il y a un peu cet aspect-là où on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie pour gagner le jeu parce que en fait, la clé, c'est la survie, quoi. Et en fait, dans Tonnerre, donc c'est un monde où il reste rien et où tout le monde est plus ou moins muté. Et il reste Tonnerre, qui est une ville dans laquelle il y a encore de la technologie et où on essaie de soigner les gens. Mais il faut être sélectionné pour rentrer dans Tonnerre. Et donc, c'est des gens qui, en fait, se battent pour essayer de rentrer dans la ville, alors que derrière, en fait, ils vont être soumis à une espèce de Hunger Games génétique pour peut-être trouver une solution, mais probablement, ils vont crever, mais ils ne le savent pas, quoi. Enfin, sans doute un peu. Et donc, il y a ce truc un peu de Hunger Games inversé, où, en fait, les gens se battent pour participer en fait, à un Hunger Games qu'ils ne maîtrisent pas. Mais je ne le vois pas comme une continuité des jeux, tu vois, poussés à l'extrême. Je le vois plus comme une manière de dire voilà ce qui reste et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Oui, en fait, il y a le côté compétition, Ouais, généralisée, mais sans le côté ludique. C'est ça. Et en fait, en plus, c'est une compétition sur des aspects auxquels les gens n'ont aucun accès. C'est même pas genre on prend les plus forts ou on prend. En fait, on dit on va examiner votre patrimoine génétique et on va prendre ceux qui sont pour Tonnerre, en tout cas, les plus purs ou les plus intéressants pour après être remélangés et créer des gens qui sont toujours humains, entre guillemets, comme nous aujourd'hui, quoi. Donc en fait, ils se battent avec des armes qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas changer. Enfin, vraiment, c'est leur patrimoine génétique, ils peuvent rien en faire. Ils peuvent juste prier que ça marche, quoi. Et en plus, dans l'univers, on se rend compte que plus le temps passe, moins de gens sont sélectionnés pour rentrer, et c'est de plus en plus difficile. Et donc il y a cette masse de gens qui, une fois qu'ils sont arrivés là, ne partent pas parce qu'ils se disent peut-être que mon enfant, lui, pourra rentrer. Et donc ça crée cette espèce de masse vivante autour de la ville qui essaye de survivre dans ces jeux qu'ils ne maîtrisent pas. Et il n'y a aucun côté ludique là-dedans, quoi. Et j'ai une question aussi pour compléter un peu à Patrick. En fait, on parle du coup de beaucoup de science-fiction et de civilisations très avancées qui, au contraire, ont connu un effondrement. Et on sait que le sport, dans son acception moderne, est aussi, comment dire, c'est construit, voilà, et il est aussi, par exemple, pour avoir des athlètes de haut niveau, il faut de l'argent pour les payer. Enfin voilà, en gros, le sport spectacle tel qu'il existe et dont on parle sur toutes les tables rondes et notamment celle-ci, c'est quelque chose qui structurellement ne pourrait pas exister dans d'autres sociétés. Et je me demandais, du coup, dans le cycle de Sif, qui est un roman de fantasy avec on va dire un stade technologique beaucoup moins avancé. Enfin, on pourrait le ranger dans de la médiévale fantasy, grossièrement, quoi. Mais en gros, du coup, on a un tout autre modèle de société, enfin plusieurs mêmes modèles de société, et notamment où les conflits, les affrontements sont réglés de manière guerrière. Et je me demandais du coup si déjà, comment le formuler en forme de question. Qu'est-ce que ça t'évoquait justement, cette question du sport, du spectacle, de la conjuration de la violence? Est-ce que c'était des questions que tu t'étais posées, par exemple, si les personnages avaient des loisirs, pouvaient jouer, voilà, enfin, cette question-là dans ton cycle? Dans le cycle, la question du rapport à la violence d'une manière générale est assez centrale, je pense. C'est une des grosses questions de la saga dont je me sers pour parler du monde dans lequel on vit, nous. Et
mon parti pris de mettre en scène un univers, comme tu dis, qui est moins technologiquement développé, c'est que la violence sociale n'est pas masquée par des institutions. Et donc, je mets pas en scène des jeux. Des jeux, quels qu'ils soient. Je crois, à un moment, je dois mentionner qu'il y a une arène dans une cité lointaine, à Jara, loin de la péninsule où l'action du cycle se déroule. Mais en fait, dans le cycle, la violence, elle est pas symbolique. Elle est pas, elle est pas. Il n'y a pas de représentation de la violence. Ceci étant, il y a aussi un aspect, puisque donc dans le cycle, je narre un narrateur. Et ce narrateur, il se pose aussi des questions sur son propre rôle en tant que narrateur. Et c'est un de ses enjeux, et c'est littéralement un passage que je suis en train d'écrire en ce moment, où en fait il se pose la question de pourquoi qu'est-ce que j'essaye d'accomplir en vous livrant mon histoire. Et un de ces trucs, c'est ça. Il en parle dans le tome 4 aussi. L'idée que les histoires qu'on lui a vendues depuis qu'il est tout petit, les histoires avec lesquelles il a grandi, c'est des histoires où la violence que lui-même se retrouve à manipuler est racontée très différemment et héroïsée, pour le coup, et que c'est pas ça. Et en fait, un de ces enjeux, c'est raconter qu'est-ce que c'est vraiment quand on part quand on fait la guerre, ou quand on subit, ou quand on manie la violence, et que c'est pas c'est pas héroïque, quoi. C'est avoir envie de pisser, c'est avoir la chiasse, c'est être mort de trouille ou tétanisé ou pas, ou voilà, quoi. Et ça, ouais, c'est quelque chose dont je pense qu'il est important peut-être de parler. Et là, on recoupe du coup avec un peu quelques trucs qu'on s'échange depuis le début autour du fait qu'on vit, nous, dans une société, pour le coup, très pacifiée par ces institutions, socialement pacifiée. On est... Ou en tout cas, la violence, elle s'est déportée, pas physiquement, quoi, sur autre chose, quoi. Ouais. Et oui, exactement. C'est la plus grande violence que nous subissons tous. Les plus grandes violences que nous subissons tous, c'est des violences institutionnelles, mais elles peuvent pas être dites. Et donc, on met en scène des gens qui se font couper en deux, ou des films gore ou des trucs comme ça. Et je suis pas du tout en train, moi j'adore hein, les films gore, il n'y a pas de problème. Mais je crois que ça, j'avoue, il y a aussi cette fonction-là, quoi, de spectaculariser la violence pour peut-être ne pas dire celle qui existe vraiment et qui n'est pas spectaculaire, mais qui est partagée par tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas, pareil, je ne sais pas vraiment d'avis là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté justement un peu d'encanaillement en fait, dans certaines œuvres comme ça, justement qui sont produites par des sociétés assez pacifiées? Parce que tu as raison, vraiment, là, c'est objectivement ce type de violence qu'on représente, c'est-à-dire les homicides, vraiment les atteintes physiques, vraiment un truc classique et tout. Nous, on vit dans des sociétés où en fait ça a chuté, mais genre énormément, et même pour des raisons, ça fonctionne plus tout pareil pour des raisons en fait matérielles et politiques et tout. Et alors justement, qui sont pas que nous, on fait la même chose à la télé, et du coup ça nous a calmé. C'est pas du tout pour ces raisons-là. Je dis des trucs un peu comme ça qui me reviennent, mais par exemple le fait que je sais pas, pendant des années, tu avais des braquages à main armée, genre c'était hyper souvent. C'était un truc méga dangereux pour tout le monde et tout, en plein Paris, des trucs comme ça. Et en fait, maintenant, on va avoir d'autres formes, ça va se déporter sur d'autres choses, mais pas parce qu'on a créé des œuvres qui font une catharsis ou quoi, ce qui est n'importe quoi, en fait. Évidemment que ça marche pas comme ça, qui est plutôt, par exemple, genre, il y a plus de cambriolage
parce que en fait, le cambriolage, déjà, c'est moins dangereux qu'attaquer une banque avec des pistolets. Et surtout qu'il y a, je sais pas, 70 ans, tu cambriolais qui, en fait? Parce que en fait, si tu rentres chez un paysan il y a 70 ans, tu vas avec quoi? 3 tasses, un lavabo, l'argenterie, on disait, des trucs comme ça. Maintenant, tu rentres chez quelqu'un, tu as des lecteurs DVD, tu peux braquer des trucs et tout. Et donc, c'est une forme moins violente, en fait, de criminalité pour se faire de l'argent, par exemple. Et donc, enfin, objectivement, tout ça a baissé. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un côté de nous, on se fait un petit peu peur en se disant, imagine dans le futur, si on faisait des sports, on se tue. Et que c'est en plus avec une esthétique hyper occidentale et que c'est propre à des sociétés qui sont pas justement des sociétés d'Amérique latine, par exemple, où tu aurais la violence politique beaucoup plus présente, voire même en fait des sociétés en guerre permanente ou quoi, où ça aurait peut-être pas de sens de représenter ça, parce que tu te dirais genre oui, enfin, c'est pas franchement si grave par rapport à d'autres problèmes qu'on a là actuellement. C'est même pas spécialement violent par rapport à des trucs qu'on vit. Voilà, je me pose cette question de s'il n'y a pas un petit côté de genre, c'est Black Mirror. Imagine, il y aurait de la violence, quoi. Il y avait un illustrateur chilien, Herbie, qui fait un dessin un jour qui a dit pour vous, c'est le réalisme magique, en mode Garcia Marquez. Pour nous, c'est la réalité. Oui. En fait, ça, juste pour rebondir et après faire rebondir à votre tour, juste ça, en fait, ça rejoint moi, un autre questionnement que j'ai, pas forcément sur la SF, mais sur la littérature de genre en général, que je m'étais faite par rapport aux œuvres. Alors, je lis très peu de polar, donc je me permets de parler de polar, mais je devrais pas. Mais je suis très sensible enfin, j'aime pas lire et j'ai plein de enfin, je suis libraire, donc souvent les gens me disent je veux pas quelque chose de trop gore, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs dans le polar où il y a vraiment une espèce de raffinement, de cruauté dans les scènes de torture, où voilà, on est vraiment sur du. Et ça peut se retrouver aussi à l'écran. Là, je parle de littérature parce que je connais le mieux, hein. Mais voilà, il y a vraiment des raffinements de cruauté dans les descriptions. Enfin, vraiment, les auteurs de polar, parfois, je sais pas comment ils ont beaucoup d'imagination, quoi. Et donc, c'est vraiment un jugement de goût. Moi, c'est pas mon truc. Mais par contre, j'ai lu des romans noirs, notamment sud-américains. Et je pense à Edir Augusto, par exemple, qui est mexicain, je crois. Enfin, et qui raconte voilà, des territoires marqués par les orpailleurs. Enfin, voilà, c'est des choses hyper violentes qui se passent. Mais en fait, le roman n'est jamais dans la gratuité. Et enfin, c'est peut-être cette question-là, en fait, la question de la violence gratuite, n'est jamais dans la gratuité. Et surtout, on a l'impression que pour que la lecture soit soutenable, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance. Et voilà. Et du coup, j'avais vraiment cette question-là sur est-ce que on se permet finalement ce genre de représentation aussi parce que on est dans une société relativement pacifiée. Et pour vraiment poser une question là-dessus, je voulais demander notamment aux auteurs de fiction quel est votre rapport à la représentation de la violence. Est-ce qu'il y a des limites que vous mettez? Quel effet vous cherchez aussi à procurer sur le lecteur? Qu'est-ce que vous imitez, vous? Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens comme question. Alors, moi, je pense que il y a plein de choses à dire là. C'est ce que tu as dit, il y a plein de trucs à dire. Mais pareil, alors pour revenir un peu sur ce qu'on disait avant, tu as parlé du polar, mais je pense aussi à l'horreur espagnole, qui est hyper riche et qui n'est pas beaucoup traduite en français, donc on n'y a pas beaucoup accès, mais en fait, en horreur asiatique et espagnole, en tout cas de langue espagnole, c'est hyper riche et eux, ils ont un prisme qui est hyper décalé par rapport au nôtre. Et j'ai l'impression que dans la société occidentale, en plus, de plus en plus, on a une espèce de surenchère de la violence, où il faut toujours faire plus, il faut toujours montrer des trucs de plus en plus gore et tout machin. Alors que, par exemple, je pense à Alice in Wonderland, la série sur Netflix, japonaise là, donc en plus qui même pas, enfin c'est vraiment genre on sait pas où ils sont les gens et ils se retrouvent en fait il y a des jeux c'est hyper violent et donc ils doivent pour pouvoir survivre ils doivent participer à un certain nombre de jeux et si ils perdent le jeu, il y a un rayon qui tombe du ciel et qui leur transperce le crâne et ils meurent. Et donc mais ils sont obligés de jouer. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, en fait, ils ont un minuteur qui leur dit que en fait ils sont tranquilles pendant 24 heures, mais au bout d'un moment ils sont obligés d'aller jouer. Et en fait c'est des jeux souvent qui sont violents parce que ça finit forcément par la mort de quelqu'un. Mais ça peut être des jeux de cartes, ça peut être des jeux de réflexion, ça peut être des jeux d'équipe. Et des fois, c'est des jeux physiques, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai jamais vu
en Occident, enfin dans notre société, personne n'aurait pensé à faire ça. Et pareil, en Espagne, ils ont vraiment un prisme où ils vont faire de l'horreur hyper psychologique et à la fois hyper organique et hyper décrite, mais c'est pas de la surenchère, comme tu dis. Il y a un truc de dire, faut pas que ce soit gratuit, alors que nous, en Occident, on a un peu ce truc-là de, on va faire du slasher pour faire du slasher, et des fois c'est hyper cool, hein, c'est cathartique, c'est cool quoi. Mais il y a plus ce truc-là de, il faut faire du gore pour faire du gore, alors que ailleurs, il y a quand même cette notion de, ok, on peut faire des trucs dégueulasses, mais il faut quand même que ça serve à l'histoire. Il y a l'autrice argentine Mariana Voilà, Enriquez voilà, aussi. Marianne Enriquez, je pense à elle. Et en fait, elle écrit des trucs assez horribles, mais c'est jamais gratuit. Ça sert toujours le propos. Et pour le coup, c'est un truc dont j'étais hyper consciente dans Tonnerre, parce que, en fait, il y a beaucoup de scènes. Alors, il y a beaucoup de scènes trigger warning d'accouchement et de gens qui se mangent eux-mêmes des morceaux. Et je me suis dit à quel point je décris ça. Mais en fait, c'était, enfin, alors c'est des scènes qui sont pas très longues. Hein, j'y vais pas non plus, mais c'est un peu dur, quoi. Mais en fait, enfin, c'est pas de la violence gratuite, quoi. Il y a un truc dans, enfin, ça vraiment, j'ai essayé de faire en sorte que ça serve l'histoire. Et du coup, tu vois, par exemple, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'accouchements qui se passaient mal dans le roman. Et j'aimerais dire, mais est-ce que vous avez vu un accouchement dans la vraie vie? Parce qu'en fait, c'est dégueulasse, je suis désolée. Et c'est pas grave, en fait. Et tu vois, on a ce truc d'aseptisation. Enfin, tu vois, je veux dire, une femme qui accouche, elle voit pas ce qui se passe. Hein. Alors que, enfin, genre, c'est quand même important. Et du coup, là, il y a des accouchements et ouais, en fait, il y a du sang partout. Et encore, j'ai épargné, j'ai pas dit qu'il y avait de la merde, de la pisse, enfin, que c'était, enfin, et en fait, c'est pas grave. Il y a un truc de saleté qu'on veut pas voir. Et genre, tu vois, j'ai un peu poussé ce curseur-là pour dire, mais en fait, c'est ok, tu vois, d'avoir un corps qui fait des trucs un peu bizarres, quoi, avec des fluides. Mais en même temps, s'il y avait pas tout ça, on serait pas là. Et c'est pas mal, tu vois. Et j'ai essayé de faire en sorte, en tout cas, que tout ce qui est horrifique, pour le coup, et la violence qui est montrée, elle soit jamais gratuite, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est un peu matrixé par le cinéma américain qui est toujours dans la surenchère, de bras arrachés, de tripes dévoilées, de vraiment genre ils adorent ça et c'est cool. Hein. Mais des fois c'est vrai qu'il y a plein de trucs où on se dit ben ok c'était très bien fait et très joli, mais c'était pas utile forcément pour l'histoire et on oublie parfois que ben faire du joli ou du cool c'est bien, mais il y a une histoire derrière et il faut que ça serve l'histoire quoi. Voilà. Ouais, enfin, je pense qu'on se rejoint pas mal là-dessus. Enfin, dans le cycle, il n'y a pas de violence gratuite. Il n'y a pas d'esthétisation de la violence. Ça, c'est un truc qui est important aussi pour moi. Y compris, enfin, du coup, je pense que tu as bien couvert les bases comment dire, du fond. Moi, je vais peut-être, je sais pas, parler de forme sur comment comment on décrit la violence. Et moi, j'ai jamais, malgré le fait que franchement, je crois que dans le cycle, il y a quand même des trucs très violents. C'est jamais décrit dans des détails, dans des détails anatomiques. En fait, je crois que je m'intéresse beaucoup plus à l'aspect psychologique de qu'est-ce qui est en train de se passer euh, au moment où la violence existe que la répercussion directe de cette violence sur un corps ou quoi que ce soit. Et ça va de pair avec l'idée de ne pas esthétiser la mort et en fait de pas mettre la violence en scène en reprenant tous les codes qu'on connaît, quoi. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un avec un couteau, ben il tombe pas raide mort en fait quand tu le poignardes. C'est pas ça la violence. Quand tu tues quelqu'un avec une lance ou une épée, c'est pas genre pop touché, oh je tombe au sol et je meurs. Et il n'y a pas des flèches qui ont la puissance d'un. C'est un truc qui m'énerve toujours dans les films quand Couper une tête avec une flèche là non, plus quand les gars ils ramassent une flèche et le truc ça a l'inertie d'une voiture, tu vois, et que tu te retrouves à l'autre bout de la pièce, genre l'arbalète l'arbalète calibre 12 quoi. Calibre 12 c'est pas ça non plus par ailleurs. Mais voilà, ouais, mettre en scène une violence qui est crédible et où en fait, c'est pas juste des corps, c'est des personnes qui existent. C'est quelqu'un qui est blessé, qui a mal, qui a peur, qui comprend que peut-être il va mourir. Enfin, tu as le temps c'est très psychologique en fait tout ça. Je pense que l'horreur, elle tient surtout à ça. Pour moi, c'est moins oh ben je viens de me faire couper le bras, c'est plus enfin c'est peut-être là je suis en train de contempler la fin de ma vie peut-être et de la douleur et de la confusion
et tout ça. Et je crois que mettre ça en scène sans, sans l'esthétiser, c'est c'est un parti pris, enfin c'est mon parti pris en tout cas sur le site. Et je trouve que c'est très vaste ce que tu dis. Et je trouve qu'il y a un truc qu'on fait très mal en littérature, c'est les conséquences de la violence. En fait, tu vois, j'y pense parce que je suis en train de penser à la scène que je suis en train d'écrire, tu vois. Et je me dis, en fait, et dans les films, on voit souvent, genre, il y a les gars, je pense à John Wick, mais les gars, le mec tombe de 5 étages, il se lève, il part. En fait, c'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Et en fait, on décrit beaucoup de violence, mais derrière, on a l'impression que tu vois, se prendre une balle avec un gilet pare-balles, ça fait mal, en fait. Et tu vas pas aller courir le marathon derrière, quoi. Et ça, dans les films, c'est pas. En fait, tu as l'impression qu'ils se prennent des raclées monumentales, mais le lendemain, ils vont faire leur course et tout va bien, tu vois. Et je me dis, je suis en train de penser à des trucs que j'ai écrits, et je me dis, ouais, en fait, là, j'ai pas géré, parce qu'en fait, tu vois, là, j'ai été opérée il y a 1 mois et demi, et je peux toujours pas refaire de sport, alors que, ma vie n'était pas en jeu, quoi. J'ai eu 12 points de suture et genre, j'ai encore mal, j'ai plein, et en fait, je me dis, quand tu te bats, tu vois, as des séquelles, et ça, c'est pas du tout traité de manière réaliste dans aucun livre que j'ai lu. Parce que normalement, en fait, tout le monde passe. Tu prends un combat, même si tu te prends que des coups mineurs et des estafilades, en fait, après, tu passes 3 jours allongé et tu peux pas marcher, tu as mal, c'est horrible, quoi. Et ça, c'est vraiment pas du tout bien représenté, les conséquences de la violence psychologique, mais aussi physique, tu vois. Sur qu'est-ce que c'est. Psychologique encore moins, j'ai encore moins, l'impression, ouais. quoi. Parce qu'en gros, enfin, la plupart des héros traditionnels de la littérature, notamment de fantasy, c'est des espèces de tueurs en série. Enfin, c'est des bouchers, quoi. C'est des mecs qui. Et en plus, ils font ça. Oui, voilà, c'est tranquille, quoi. Donc c'est enfin, je sais pas, je repense à la première scène de la série The Witcher qui m'a surénervé, quoi. Enfin, bref, j'en peux plus des héros qui tuent 12 personnes et que c'est très cool. Et surtout, en plus, je pense que vivre dans un monde violent ne conditionne pas à accepter et à bien vivre la violence. C'est pas parce que tu vis dans un monde qui est violent tout le temps que ça va moins te toucher parce que c'est habituel, au contraire. Et il y a une super interview de Brut sur ça, sur une jeune femme, une actrice iranienne qui disait que en fait, elle a vécu tellement longtemps dans un monde où en fait c'était normal de se faire jeter de l'acide au visage dans la rue, que en fait c'est quand elle est arrivée en France qu'elle s'est rendue compte de tous les traumatismes qu'elle avait. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle s'en est pas rendue compte qu'elle n'est pas traumatisée. Et elle dit, en fait, c'est quand je suis arrivée en France que je me suis rendu compte de ce que j'avais vécu, d'à quel point c'était pas normal, et à quel point ça m'avait forgé en tant que personne. Et en fait, pourtant, elle vivait dans un monde où littéralement, elle pouvait se faire tuer dans la rue. Et quand elle est allée au commissariat parce qu'elle s'est pris de l'acide sur le visage, ils lui ont dit, ah oui, mais c'est l'été, c'est la saison, des plaintes comme ça, on en a 4 par jour, rentrez chez vous, quoi. Et ils sont rentrés chez eux. Et en fait, tu vois, ce traumatisme psychologique de la violence, même quand tu vis dans un monde qui est ultra violent tout le temps, bah, c'est pas, en fait, tu peux pas vivre bien avec ça, quoi. Et on a du mal à s'emparer de ça. Enfin, désolé, j'extrapole et vous me dites si je suis complètement hors sujet, mais j'ai regardé récemment la série Masters of the Air. Vous voyez, c'est non, c'est l'équipe qui a fait Band of Brothers. Et en fait, ça se situe. Enfin, du coup, on suit pas la Easy Company bref, on suit une compagnie d'aviateurs. Et en fait, j'ai appris plein de trucs de ouf. Notamment que les aviateurs, c'était genre, il y avait sur cette unité 60% de pertes sur l'ensemble de la guerre. La plupart des unités d'infanterie, c'était genre 15. Enfin, bref, c'était une boucherie, quoi. À tel point que ça impacte le format narratif de la série, puisqu'en fait, tu peux pas t'attacher à des personnages parce qu'en fait, ils meurent. Enfin, genre, ils meurent tous, quoi. Ou ils disparaissent ou machin. Mais tout ça pour dire que du coup, ça m'a intéressé. J'ai poussé des recherches et lu un peu quelques critiques là-dessus. Sur comment sont représentées ces personnes-là, avec le beau filtre Steven Spielberg sur l'action de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un tout petit peu abordé, mais pas tellement. Mais en fait, tout l'aspect, enfin tout le côté du fait que ces types qu'on met en scène comme des espèces de héros, en fait, c'était des épaves, quoi. Psychologiquement, c'était des types qui étaient détruits. Ils étaient tous alcooliques à 20 ans, quoi. Ils fumaient à la chaîne. Enfin, et ça, c'est pareil. Enfin, c'est des trucs qu'on met peu en scène, je crois. Comme tu disais, les conséquences de la violence, bah, en fait, normalement, Geralt de Rive, c'est un gars qui est en PLS dans un coin, quoi.
Bref, pardon. J'aime pas Netflix. Parce que c'est la même logique du capitalisme, finalement, d'un supermarché. Tout est disponible. Tu n'auras jamais le temps dans la vie de goûter toutes les choses, mais c'est une façon de t'attraper et de dire tu vas aller pas chez les petits, reste ici. Je suis méfiant encore. Mais bon, et à niveau de la représentation de la violence, pour moi, une fois que l'histoire a développé sa propre logique, il n'y a pas de limite. Je laisse que les personnages et l'histoire me demandent des choses aussi, même si ce sont des choses fortes, mais il y aura un moment aussi où les personnages pourront montrer la solidarité, l'espoir, la tendresse, mais de petites gouttes, non? C'est un peu comme au livre que j'ai bien aimé, La route de Cormac McCarthy. C'est un voyage à travers de l'enfer, mais il y a des moments d'humanité que tu es vraiment touché à la fin. Et j'essayais de construire une histoire si violente. Une autrice de Forge m'a demandé le manuscrit de la version française, mais elle a quitté la lecture finalement. Je lui ai posé la question, quand tu as abandonné le livre? Quand est arrivé le premier zombie. Okay. Tu as perdu tous les moments de solidarité, de tendresse qui sont à la fin, mais il faut traverser l'enfer avant pour réussir à comprendre bien tout ça, à récupérer les personnages qui sont les héros imprévus, les mineurs en chômage qui apparaissent dans le livre des mineurs de charbon. Les mines de charbon étaient fermées pendant la démocratie. Il y a tout un paradoxe là-bas, mais il faut accompagner les personnages à travers l'enfer. Et pour faire ça, pour moi, il n'y a pas de limite. Parfois, il y a des choses qui sont très violentes, mais qui, dans la logique de l'histoire, sont possibles aussi. J'ai essayé de faire tout ça d'une façon plus réaliste. Les personnages sont correspondants de guerre. J'utilise mon expérience comme journaliste pour construire tout ça. Ce n'est pas vraiment un spectacle, non? Comme un mode John Wick. Non, c'est plus comme traverser une zone de guerre. Et c'est pour ça que j'avais choisi le titre Zona Zero pour Ground Zero, l'endroit des attentats aux États-Unis qui a resté dans la tête de tout le monde. Mais après, ça a été la coïncidence avec les Chiliens qui ont commencé à appeler Zona Zero le centre-ville et la boucle a été bouclée finalement. Et avant de passer du coup aux questions du public, peut-être Benjamin, j'aimerais bien que tu puisses rebondir un peu sur tout ce qui a été dit là. Voilà. Et en fait, justement, dans les œuvres que tu étudies pour la chaîne et pour ton livre, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres, enfin de comics de super-héros ou effectivement John Wick, comment tu vois justement cette violence? Est-ce qu'elle est toujours forcément gratuite à tes yeux, ou est-ce qu'il peut parfois y avoir une espèce de peut-être de caractère subversif dans la théâtralisation de la violence à l'extrême? Ouais, c'est vaste comme question, mais en fait, c'est vrai que c'est intéressant cette question justement de la violence gratuite. Et justement, moi, par exemple, j'adore John Wick et des trucs comme ça. Et il y a un côté, oui, effectivement. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est de la danse presque et tout. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut dire que Keanu Reeves est très beau? Enfin, et ça, puis il est, oui, il est très beau. oui. Ça joue aussi. Mais il y a quand même un concept de vie à regarder Keanu Reeves mettre des mandales à des gens. Mais oui. Enfin, tu vois, moi je vis pour ça. Mais même le cinéma d'arts martiaux en général ou de trucs comme ça, et notamment avec le côté un peu les tournois et tout, qui est très aussi truc de sport en fait, très, et qui sont en fait c'est n'importe quoi. Et enfin que c'est par exemple les personnages vont aller casser la gueule à des gens en faisant du kung-fu et des trucs. C'est trop bien le kung-fu, mais dans la vraie vie, personne se bat comme ça et ça n'a aucun sens. Et je pense que tout le monde le sait un peu en fait. N'importe qui a vu une bagarre sait que les gens ne se battent pas comme ça et que si quelqu'un se met à faire des coups de pied sautés des trucs comme ça, c'est pas lui qui va gagner a priori quoi. Mais le super-héros c'est intéressant parce que c'est typiquement le genre de truc qui est vraiment anti-réaliste de fou quoi. Et tu as toujours justement le truc de dire parce qu'en fait pour moi c'est dans la diégèse du truc, c'est des univers qui fonctionnent comme ça où la violence elle est comme ça et où en fait c'est pas trop gore en général le super-héros. Alors évidemment il y a des contre-exemples mais justement qui subvertissent le truc et en fait c'est une règle du jeu, c'est cet univers fonctionne comme ça, il n'y a pas trop de dommages collatéraux alors qu'en fait oui évidemment ça aurait pas de sens et c'est très enfantin. Mais du coup, tu vois tout de suite quand c'est subverti, c'est-à-dire en plus c'est très à la mode maintenant parce qu'il y a The Boys, il y a Invincible ou des choses comme ça. Ou Invincible par exemple joue vachement, c'est un dessin animé, enfin c'est tiré d'une BD, mais il joue vachement sur le fait que le mec a des pouvoirs de super-héros et en fait quand tu vas rattraper quelqu'un qui tombe d'un immeuble,
bah, en fait, si tu vas vite comme Superman, en fait, tu vas le briser en fait en 1000 morceaux. Et donc, c'est hyper gore et c'est horrible et tout. Et d'un côté, bah, c'est quand même aussi une forme de divertissement. C'est aussi des œuvres qui se vendent sur c'est du super-héros, mais il va y avoir du gore. Mais justement, ça interroge le truc de la violence, c'est pas ça, la destruction, c'est pas ça. Ou par exemple, il y a une très bonne BD moi que j'adore qui s'appelle Banner. Et Banner, c'est Hulk. En fait, c'est le nom du type, quoi, son état civil. Et il y a une BD qui s'appelle Banner où juste Bruce Banner se réveille en short, comme d'hab, au milieu d'une ville ravagée. Mais genre, c'est Sarajevo, quoi, période, les images qu'on voyait pendant la guerre et tout, et avec des secours partout, enfin, genre un truc horrible. Et il comprend tout de suite que c'est lui qui a fait ça. C'est jamais expliqué ce qui s'est passé, c'est juste qu'il était Hulk. Et en fait, ça marche hyper bien parce qu'il a une prise de conscience du truc mais en fait, si Hulk il pète les plombs et il casse tout, il va pas juste casser des immeubles et jeter des voitures, en fait. C'est qu'il va y avoir des centaines de morts et c'est hyper dangereux. Et du coup, il se pose la question de dire, en fait, il faut que je supprime Hulk. Et en fait, c'est une question qui se poserait pas dans un format plus classique, parce que bah, oui, si Hulk il s'énerve, on dit calme-toi, il jette des voitures, et en fait, Thor va lui dire c'est bon, détends-toi. Et il y a sa copine qui va arriver, il va dire oui, j'arrête de tout casser, et c'est pas très grave, quoi. Mais en fait, c'est une question de diégèse, un petit peu de qu'est-ce que tu attends de ces univers-là. Et je trouve que aussi, je pensais tout à l'heure aux univers, tu parlais de survivalisme et tout, les trucs de zombies. Et je trouve que c'est très clair les œuvres qui jouent sur le zombie et qui sont sur ce petit fantasme un peu de waouh, imagine, il y a des zombies, moi je ferais comme ça, j'irais à tel endroit et je serais avec mes potes et on ferait ça et tout. Et qui a fait partie un peu du kiff tout en te disant ça serait horrible, mais quand même on ferait des trucs de ouf et tout. Et il y a des œuvres où tu ressens pas du tout ça. Et l'exemple de ça, pour moi, c'est la BD Crossed. Je sais que Raphaël il connaît. Cross, je vous le fais très très vite, pardon, parce que je suis un peu long, mais juste pour expliquer, Cross, c'est pas techniquement du zombie, mais c'est un peu le même délire, c'est qu'il y a une épidémie et les gens deviennent autre chose, sauf qu'au lieu de devenir des zombies, ils restent intelligents, enfin ils parlent, ils utilisent des outils et tout, et c'est juste qu'ils deviennent horribles. Et je vais même pas vous dire ce que les gens font, c'est ce que vous pouvez imaginer de genre le pire chose, c'est dedans, et aussi des trucs que vous n'avez pas imaginé. Et c'est affreux. Et ce que j'adore dans cette BD, je la conseille pas forcément parce que c'est vraiment terrible, c'est que c'est vraiment une BD qui se départit complètement du fantasme. C'est-à-dire qu'au bout de normalement 5 pages, t'es pas du tout en mode waouh, qu'est-ce que je ferais, ça serait trop violent et tout. T'es vraiment en mode c'est horrible. Vraiment, tu te dis s'il y a ça qui se passe, moi j'essaye même pas en fait. Et du coup c'est intéressant parce que la violence est extrêmement, on pourrait même dire gratuite, hein, parce que ça va vraiment très loin dans la violence et dans l'abomination. Mais ça a le mérite quand même de te dire, là, on n'est pas en train de faire mumuse comme dans les autres trucs de zombies. Là, on parle vraiment de trucs graves. Et du coup, tu te dis, ok, c'est plus drôle et tu te mets dans un autre état d'esprit. Je pense que c'est beaucoup lié au ton en fait, des œuvres et à ce que le lecteur un petit peu met dedans, quoi. Merci. Merci à tous les quatre pour... je ne sais plus compter, pour cette discussion. C'est super intéressant. Je pense qu'on pourra encore parler pendant des heures. On va passer aux questions du public, mais avant, donc, en tant que modération, on n'a plus de questions. Mais en tant que public, on avait une petite question à vous poser. Vous pourrez répondre par oui ou par non. Vas-y. Je parle surtout aux fans de télé-réalité. On en a repéré 2. Donc, vous avez évoqué donc, la théâtralisation de la violence via la télé-réalité. Pensez-vous que celle-ci va en rester à la phase non létale? Est-ce que par exemple, les jeux de l'ASF, donc type de jeux de la mort, ne deviendront-ils pas les futurs modèles de jeux télévisés? On l'a abordé sur une autre table ronde. Donc la question, c'est juste, pensez-vous que ça va rester au stade non létal? Ou est-ce qu'on aura le droit à des vrais jeux? T'as déjà regardé de la télé-réalité là récemment? Non. Parce qu'ils se mettent sur la gueule. Hein. Franchement, moi j'ai vu des. Alors je regarde pas, mais j'ai vu des extraits de Frenchy Shore. Je sais pas si vous avez regardé Frenchy Shore, mais c'est hyper violent, c'est hyper sexualisé, c'est horrible. Franchement, je me rappelle de quand j'étais plus jeune et qu'on regardait des trucs. En fait, on a toujours vu à la télé, en télé-réalité, des gens qui se tapent sur la gueule, tout le temps. Donc en fait, oui, probablement. Après, je pense pas que ça sera institutionnalisé. Tu vois, là, ils ont fait Squid Game en live, enfin, ils ont fait le vrai jeu, mais ça reste quand même très encadré. Je sais pas, mais je pense que de toute façon la violence elle est déjà là à la télé et en fait c'est juste qu'on veut pas le voir quoi. Ce côté encadré qui risque. Ouais. Alors, mais tu vois, il y a eu plein d'exemples, je pense, à plein d'émissions de télé-réalité. Hein, je pense aux Anges, à plein de trucs comme ça, où il y a des gens qui se font sortir parce qu'ils se frappent vraiment. Donc en fait, il y a un truc, tu vois. Disons que sur l'expo, on finit justement sur la partie télé-réalité et on évoque en fait les télé-réalités de type zombie.
District Z, pour ceux qui l'ont vu en France. Il y a une version anglaise, il y a une version coréenne. Et c'est juste, nous, ce qui nous a interrogés, c'est justement, là, on en est dans une version avec des zombies, c'est cool. Les gens se font courir derrière. Et peut-être que demain, à la place des zombies, on aurait des SDF affamés qui pourraient courir derrière des pauvres chômeurs. Et donc, c'était voilà, la question, savoir, est-ce que la télévision et le star system seront capables de rester dans un côté théâtral fun, même si ça se tape dessus à coups de poing, ou si ça risque pas de basculer dans la logique. Je rebondis juste sur ce que tu dis sur le vrai Squid Game qu'ils ont fait là. En fait, c'est intéressant. Je sais pas en fait si moi, en fait, j'y crois pas trop vraiment qu'on aille là-dedans parce que je pense que ça perdrait aussi beaucoup du côté innocent de la chose. Peut-être à la marge ça existe et peut-être aussi ça dépend aussi des pays et des contextes de société. Parce que je sais qu'il y a eu des téléréalités. Alors je sais plus de quel pays d'Europe de l'Est où genre c'était vraiment hardcore. Genre vraiment c'était horrible. J'ai plus les titres et tu te dis mais en fait ça a été produit dans des trucs c'est semi-mafieux et tout. Enfin, en fait il y a un contexte qui est un peu différent et c'est pas un grand public, je crois aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait Squid Game pour de vrai. Mais en fait, c'est hyper inoffensif, et évidemment, parce qu'ils vont pas tuer les gens pour de vrai. Et c'est juste symboliquement que c'est un peu con. Mais là où c'est ironique, c'est que ça s'est très mal passé. Et il y a eu des problèmes de santé des gens, notamment parce qu'ils ont fait faire le jeu là, du 1, 2, 3 soleil sans vraiment tuer les gens. Mais c'était tellement mal organisé que c'était dans un hangar, il faisait froid. Et en fait, les gens restaient plusieurs minutes figés parce qu'il fallait bouger les caméras et tout. Enfin bref, il y a des gens qui ont été hospitalisés et tout. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fait, ce qui s'est mal passé et là où les gens se sont traités comme du bétail, c'est pas le jeu lui-même, c'est la condition de production du jeu. Et ça, et dans les téléréalités, à mon avis, il y aurait des trucs à dire parce que c'est même pas tellement ce qui se passe à l'écran qui est violent que ce qui se passe derrière. Et là, voilà. Donc c'est plus vraiment le spectacle. Enfin, c'est pas le spectacle qu'on voit le problème, c'est plutôt le comment on produit du spectacle et pourquoi, quoi. Après, il y a plein de dystopies qui imaginent des jeux. J'ai lu là, enfin, il y en a plein, mais même que ce soit des livres où, tu vois, où ils imaginent des trucs de dating un peu extrêmes. Enfin, il y en a plein. On a toujours imaginé. Tu vois ce que tu dis avec en fait, je l'imagine très bien dans un roman. Ça serait possible, tu vois. Quelqu'un invente ça. Mais après, je sais pas. En fait, j'espère que la SF imagine toujours le pire et qu'on fera en sorte de s'arrêter avant d'en arriver là. Mais c'est sûr que si on y a pensé en tant qu'auteur, d'autres gens y ont pensé aussi. Donc j'espère qu'on saura s'arrêter avant, mais je pense, je veux croire qu'on aurait. Mais c'est vrai qu'on y a tous pensé, donc c'est que l'idée existe, quoi. Et si l'idée existe, et que enfin, tu vois, je vois bien Elon Musk faire un truc comme ça, quoi. Ouais, je pense que la question des circonstances de la production de ce genre de truc, c'est en fait ce que tu disais, Benjamin, c'est le truc central. Franchement, je vois pas quel pouvoir, même incroyablement autoritaire, aurait quoi que ce soit à gagner de mettre ça en scène. Pour le coup, des exécutions publiques, filmées, etc., c'est quelque chose qui existe déjà. Mais enfin voilà, le message est posé, quoi. Ouais, mais au final, tu vois, c'est ça, Hunger Games. En fait, c'est de tenir les gens par la terreur aussi. C'est-à-dire, ton enfant va aller mourir dans une arène Oui, médiatisée, mais quoi. il peut gagner, tu vois. Il Et gagne, alors, il il y les a contrôle par ouais. le divertissement et la terreur, tu vois. C'est le propos Oui, c'est le propos. qu'elle essaye de pousser un peu, tu Ouais. vois. Mais... Moi, j'y crois pas personnellement. Je crois que quand tu essaies de régner par la terreur, tu laisses pas des gens sympathiser avec les gens que tu mets à mort. Point. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Je sais pas, est-ce qu'il reste un peu de temps pour les questions du public? 5 minutes. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette table ronde. C'était très passionnant. Et en fait, j'avais une question. C'est dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Parce qu'un des acteurs qui n'a pas été tellement cité dans cette table ronde, mais que je trouve très important dans les œuvres qui ont été citées, c'est l'État. Et notamment la violence dans beaucoup d'œuvres que vous avez. Alors, je ne sais pas dans vos œuvres ce qu'il en est ou dans la culture populaire, mais dans beaucoup d'œuvres qui ont été citées, c'est aussi une violence mise en scène par l'État, organisée par l'État, dans une logique répressive. Je trouve que un des meilleurs exemples, c'est Battle Royale, hein, où le but, c'est quand même de réprimer les jeunes qui appuient un discours d'État. Les jeunes sont tous des criminels en puissance. Il faut les réprimer avant qu'ils commettent des crimes.
Et ce qui rejoint, vous avez également cité le cas du cirque romain en début de table ronde, c'était la même logique. On remet une violence, on met en scène une violence de l'État. Donc voilà, je voudrais savoir, qui en plus appuyait une logique répressive, qui est appuyée par les médias, encore une fois dans Battle Royale et dans ses héritiers comme Hunger Games. Donc voilà, juste pour savoir, vous, dans vos œuvres ou dans d'autres œuvres auxquelles vous pensez, c'est un peu aussi le rôle de l'État dans cette théâtralisation de la violence. Dans la plupart des dystopies, il me semble que c'est institutionnalisé, ce genre de choses. En fait, c'est toujours l'État qui met en place le jeu où il y a la mise à mort, quoi. Oui, dans nos échanges depuis le début, on parle tous d'institutions en fait. Et moi, quand je parle d'institutions, je pense principalement à l'État, à la forme institutionnelle. Et du coup, pour moi, c'est inclus là-dedans, quoi. C'est une forme, peut-être celle qu'on connaît le mieux, mais voilà. Eh ben, désolé, on a trop débordé, du coup, il n'y a plus de temps. Et Il n'y a plus de temps pour les questions. Mais, pardon. non, j'allais juste dire que, qu'on est là-bas, quoi. Oui, qu'en voilà, fait, vous pouvez aller sur c'est le... les intergalactiques. sur le- On n'est pas, ils nous rangent pas après, et on n'a pas un placard. Du coup, Ouais, si bah, vous avez des notamment, questions, ou que vous voulez continuer à papoter, on est là, quoi. Il y a le salon du livre, je sais pas si vous êtes encore en dédicace. Ouais. Bah voilà. Go salon du 17h30. livre, posez vos questions. Et je voilà. suis pas là que pour dédicacer. Si vous voulez juste passer pour discuter, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. Eh ben merci beaucoup.